écoute, voilà pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'en avais pas faite parce que c'est vrai que je reviens sur l'engagement que j'avais pris en début d'année. J'avais pris l'engagement de faire un peu plus de vidéos, ou en tout cas à intervalles un peu plus régulières, d'en faire plus régulièrement. Le problème, c'est que j'ai pas forcément eu le temps parce que là, je suis en train de travailler sur un projet à la fois personnel et professionnel et je vais en parler un petit peu en fin de vidéo. Mais en tout cas, là, ce que je peux dire déjà, c'est que je me suis dit là c'est les vacances, je vais faire comme une vidéo de rentrée et parler d'un thème sur lequel je réfléchis depuis pas mal de temps et qui est un peu en lien avec ce que je vais faire, qui est le thème de la rentrée des classes. Voilà. Alors là on est encore pendant les vacances, il fait encore chaud, hein, c'est pour ça que je suis en polo là parce que hein, on a un été particulièrement chaud et on s'approche bon de la rentrée tout doucement, hein, ça commence à être une préoccupation pour beaucoup de, de, de parents. Et je me suis dit, c'est l'occasion de revenir un petit peu là-dessus, de revenir un petit peu sur le constat de notre système éducatif. Hein, quel est-il aujourd'hui ce système, dans quel état il est, hein, tout le monde voit un petit peu. Je vais revenir là-dessus et ensuite pour dire bah, quelle éducation on peut rêver pour les temps qui viennent. Hein. On en parle un petit peu avec, c'est vrai, le gouvernement, avec bon Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, qui évoque l'utilisation des neurosciences, ce genre de choses. Voilà. Bon, je me dis pourquoi pas, mais c'est pas forcément, voilà, c'est pas forcément l'unique solution. Hein. Il faut aller un petit peu plus loin. Alors, et oui, donc je vais développer deux points, hein, qui est d'abord, je vais revenir sur la sacro-sainte école républicaine. Euh, Là, attention, ça va faire mal parce que il y en a qui vont avoir mal aux oreilles en entendant ce que je dis, parce que je vais remettre en cause cette sacro-sainte école républicaine qu'on ne peut pas remettre en cause, hein, tout de suite il y a des réactions absolument qui parfois sont justifiées, attention, hein, mais là en l'occurrence sur le principe même, il faut reconnaître que c'est un système qui a fait son temps, qui est obsolète. Là, je vais expliquer pourquoi. Et puis l'autre aspect, c'est sur le fait que il faut revenir sur ce qu'est l'école en lui-même, ce qu'est l'institution aussi l'éducation nationale, et se rendre compte qu'en vérité, tout le monde n'est peut-être pas fait pour aller à l'école. Et donc il faut peut-être inventer, imaginer un système bien plus bien plus différent de celui qu'on a aujourd'hui. Je vais rentrer dans les détails. Tout d'abord, donc, je vais revenir sur la rentrée. Alors, je vais pas évoquer ici toutes les études hein, qui sortent tous les ans sur le système éducatif français, hein, notamment. C'est vrai, il y a le fameux classement PISA, que tout le monde connaît. Il y a cette histoire donc des enfants qui rentrent en sixième chaque année. On se rend compte qu'il y a de plus en plus d'enfants qui rentrent en sixième, c'est-à-dire qui sortent du primaire pour arriver en secondaire avec un niveau catastrophique, de plus en plus catastrophique chaque année, c'est-à-dire qu'ils savent de moins en moins lire et écrire et compter correctement. Et ça se reflète, on le voit déjà aujourd'hui, même sur les trentenaires ou même les quadragénaires, on voit qu'il y a un niveau intellectuel vraiment assez bas, un niveau aussi de culture générale assez bas, et un niveau d'orthographe, c'est-à-dire que les gens ne savent pas écrire, ou même parler correctement français. Voilà. Et ça se reflète à tous les niveaux, dans le monde du travail, et même parfois quand je lis mon journal, j'ai mal aux yeux quand je vois les fautes de français ou même le style d'écriture utilisé qui est vraiment très très pauvre. Voilà. Et c'est vrai, ça on le voit tous les jours autour de nous. Alors, pour remédier à ça, on nous bassine depuis des décennies avec des réformes. Des réformes, voilà, on n'arrête pas de faire des réformes. Chaque ministre de l'Éducation nationale qui arrive avec une nouvelle réforme à chaque fois, et on se rend compte que ça marche pas. Alors ça marche pas. Bon, les gens vont vous dire que, enfin certains vont vous dire que ça ne marche pas à cause de la gauche, à cause des syndicats, hein, des profs qui par idéologie, par dogmatisme, bloquent systématiquement les réformes. Bon, c'est pas faux. Mais j'ai fait partie, à moi, de ces professeurs qui ont bloqué les réformes. Je rappelle que j'ai été professeur dans l'éducation nationale pendant 4 ans, donc je connais le problème. Et j'ai moi-même participé à des manifestations, à des grèves contre contre des réformes, parce que c'est des réformes de toute manière qui ne servaient à rien. Parce que je vais dire clairement, pour l'éducation nationale, c'est pas une réforme qu'il faut.
c'est une révolution. C'est-à-dire il faut changer radicalement de système. Si on change pas radicalement de système, on peut faire des réformes, des réformettes, ça changera pas grand-chose, ça fera peut-être même qu'empirer la situation. Donc il faut voilà, révolutionner totalement notre système d'éducation nationale. Donc le constat est le suivant. Si on voit que la situation est de pire en pire, malgré les réformes qu'on peut faire, malgré l'autonomie qu'on est en train de mettre en place, soi-disant ça pourrait nous aider à... Peut-être ça aidera à évoluer l'école, mais l'école en France est dans une situation qui est telle qu'on a beau faire tout ce type de réformes, ça ne changera rien. Je rappelle quand même que on va en faire un petit peu d'historique, hein. Quand je dis que l'école républicaine a fait son temps, il faut rappeler, bon, c'est vrai qu'à l'échelle de l'histoire, c'est assez récent, hein, l'école telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est-à-dire l'école gratuite, laïque et obligatoire. Je vais revenir sur ces principes. Elle date de 1882, hein, vous connaissez le fameux Jules Ferry, qui a donc mis en place, pendant la Troisième République, on a mis en place cette école-là, qui obligeait tout le monde à aller à l'école, donc qui a éduqué toute une classe d'âge, ensuite toutes les classes d'âge successives, et qui a fait donc un peuple français, un peuple éduqué. Mais en même temps, un peuple éduqué qui par patriotisme été mourir en 14-18 dans les tranchées. Voilà, donc ça a pas forcément, ça leur a pas forcément fait du bien. Mais bon, bref, c'est vrai que ça a marché comme système. Alors, je rappelle qu'à l'époque, ça s'appelait pas l'éducation nationale, mais ça s'appelait l'instruction publique. Déjà, ça prenait beaucoup plus. Rien que le terme a beaucoup plus de sens déjà, instruction et pas éducation. Voilà, c'est différent parce que l'éducation, c'est vrai qu'aujourd'hui, de fait, l'école, c'est plus un lieu où on va éduquer les enfants plus que les instruire. Alors que au départ, la fonction première, on éduquait aussi, mais c'était plus l'instruction. Alors maintenant, enfin même l'éducation, ça marche plus tellement maintenant. Donc on instruit plus, on éduque plus en réalité. Donc on fait juste de la garderie aujourd'hui. Donc on voit bien que cette école a marché pendant un certain temps, c'est-à-dire toute la Troisième République. Alors elle a bénéficié, c'est vrai, d'une certaine stabilité institutionnelle. Alors vous allez me dire, oui, la Troisième République, c'était pas non plus tout beau tout rose. Il y a eu des crises dans la Troisième République. Ah, il y a eu le boulangisme, il y a eu, comment ça s'appelle, la crise du canal de Panama. Il y a eu des crises institutionnelles. Mais ces crises institutionnelles, je veux dire, elles n'étaient rien par rapport à ce qui a précédé la mise en place de la Troisième République, hein. Je rappelle que la Troisième République a été mise en place. Bon, là, on fait un petit peu de cours d'histoire, on en profite un petit peu. En 1871, donc après la défaite contre la Prusse, je rappelle qu'avant c'était le régime de Louis-Napoléon Bonaparte, Napoléon III, le petit-fils de Napoléon Ier, qui était au pouvoir, c'était donc le Second Empire. Et le Second Empire s'est effondré suite à la défaite contre la Prusse. Et c'est à partir de là que s'est mise en place une nouvelle constitution, un nouveau régime, qui était la Troisième République. Et cette Troisième République a été la première des républiques à s'installer de manière durable, et donc à offrir une certaine stabilité institutionnelle, par rapport à avant, tout au long du XIXe siècle, depuis la Révolution française, où on changeait de régime assez régulièrement, il y avait vraiment une instabilité permanente. Là, au moins, la Troisième République, c'est pour ça que les Français ont commencé à être très attachés à la République, parce qu'ils ont vu que la Troisième République offrait une certaine stabilité, une certaine paix civile, et à côté de ça, l'école faisait son travail pour éduquer les enfants à la citoyenneté républicaine. Et ça, c'est vrai que c'est un système qui a marché pendant toute la Troisième et même la Quatrième République, qui était encore moins stable, mais la Quatrième République est apparue après les deux guerres mondiales, qui ont ressoudé aussi le sentiment patriotique, notamment dans la lutte contre l'allemand. Alors ça a encore marché donc pendant les Trente Glorieuses, puisque là on avait une stabilité économique malgré la stabilité, c'est vrai qu'il y avait une instabilité institutionnelle, mais il y avait une stabilité économique qui a aussi accompagné le fait que l'école fonctionnait assez bien, et ça a permis à toutes les générations d'immigrés qui sont venus, on va dire, avant les années 70, à s'intégrer à peu près correctement. Par contre, là où ça a été difficile, c'est à partir des années 70. Alors ça correspond, il y en a qui vont me dire que c'est à cause de 68. C'est vrai que ça, 68 a sa part de responsabilité là-dedans, mais pas que. Il y a eu aussi la fin des Trente Glorieuses, avec les crises pétrolières, 73, etc. Enfin bref, là on s'est installé dans une crise structurelle à la fois économique, alors institutionnelle, bon, pas plus que ça, mais surtout économique, avec le chômage de masse, le chômage de longue durée, etc. C'est-à-dire la crise structurelle du capitalisme mondial, notamment dans les pays occidentaux, dans les pays développés, a,
a fait que on a eu, notamment en France, cette crise-là. Alors à côté de ça, vous ajoutez une immigration qui était importante encore dans les années 60, 70 et même 80, et les enfants de cette immigration-là ont grandi dans une France en crise, et dans laquelle l'école n'a pas échappé à cette crise, et l'école étant en crise avec en plus effectivement le déficit, je dirais, issu de mai 68, la révolution pédagogique de mai 68 n'a pas permis d'accentuer cette crise. Au contraire, il fallait qu'on reste sur une éducation un peu plus à l'ancienne euh, pour pouvoir faire en sorte que l'école continue à être quelque chose qui marche malgré la crise. Voilà en gros. Donc c'est pour ça que l'école républicaine a fait son temps, qui est devenue totalement obsolète, parce que même si elle a marché pendant, c'est vrai, pas mal de temps, hein, de 1882 jusqu'aux années 70, on voit que depuis les années 70, comment dire, l'école dégringole de pire en pire, le niveau des élèves dégringole de plus en plus. Euh, on n'arrive pas, je veux dire, les professeurs, regardez ce que c'est la vie d'un professeur aujourd'hui. On les envie beaucoup, on dit oui, ils sont tout le temps en grève, ils ont des avantages, ils sont tout le temps en vacances, etc. Non, la réalité c'est qu'un professeur, c'est vrai qu'il fait 18 heures de cours effectives par semaine, en moyenne, hein, après il y en a qui font plus, hein, mais ces 18 heures de cours effectives, faut savoir pour une heure de cours, il y a au moins une heure de boulot derrière, hein. Donc c'est pas juste je fais mon cours et je m'en vais. C'est après du travail à la maison. C'est une des rares fonctions où le professeur il a du travail à la maison après, hein. Voilà. D'ailleurs le plus clair de son travail est à la maison. Par contre après il a une obligation pendant il fait ses 8 heures de cours dans la journée, euh, ses 8 heures de cours intenses parce que non seulement il est là à faire son cours qu'il a déjà préparé en amont, mais en plus il doit tenir une classe. Et tenir une classe c'est pas évident. Et il faut savoir que le boulot de professeur c'est le seul, hein, je dis bien le seul boulot où un adulte peut se retrouver face à 20, 30, 40, voire plus élèves à gérer tout seul. Alors que dans n'importe quel autre boulot en contact avec des enfants, je pense notamment à tout ce qui est l'animation, etc., il faut toujours qu'il y ait au moins, je crois que c'est 2 adultes pour 15, un garçon, je sais plus, j'ai plus le chiffre en tête exactement. Mais en tout cas, on peut pas laisser, c'est le seul boulot où légalement, il peut y avoir un adulte pour un nombre illimité d'élèves. Vous voyez, voilà. Donc c'est assez, c'est- je crois même que légalement c'est pas possible normalement. Mais bon, après il y a la légalité, il y a la pratique. Voilà, c'est aujourd'hui il y a des tas de classes qui se retrouvent à 20, 30, 40 élèves avec un professeur qui doit gérer tout ça. Et c'est pas possible. On peut pas travailler dans des bonnes conditions de ces manières-là, en sachant en plus le déficit d'autorité qu'il peut y avoir. Alors pareil, là, par rapport à l'autorité, on nous dit oui, mais il faut avoir une autorité naturelle, je sais pas quoi. Enfin bon, il y a tout un cinéma. Écoutez, ça, c'est, oui, il y a des gens qui ont de l'autorité naturelle, des gens qui n'ont pas. C'est comme ça, voilà. Mais bon, faut arrêter de nous dire des âneries que ça peut, voilà, qu'il faut avoir la technique, le truc, etc. Enfin bon, ça s'apprend pas. Voilà, c'est ridicule. Il n'y a pas d'autorité naturelle si on n'arrive pas à maintenir une certaine autorité face à. En réalité, il y a très peu de gens qui arrivent à faire ça, hein, à réussir à être autoritaire tout en étant calme et face à un panel d'élèves assez important. Voilà, ça c'est pas possible. Sachant en plus tout le mépris que peuvent avoir ces élèves pour l'école et pour la fonction du professeur, alors que dans les années, par exemple, je sais pas, 1900, voilà, on avait un respect de l'instituteur. L'instituteur dans le village, dans le quartier, c'était quelqu'un de très respecté. Aujourd'hui, l'instituteur, il se prend des baffes par les parents d'élèves. Et donc on a changé totalement de paradigme en réalité. Et c'est cette désacralisation. C'est drôle parce qu'on sacralise l'éducation nationale, mais en même temps on désacralise l'école. Et c'est ça le problème, c'est-à-dire que les profs sont profondément attachés à leur institution et à leur statut, alors que la plupart des gens les méprisent totalement. Et le problème, il est là. C'est comment on fait pour réconcilier tout ça. Alors, moi je pense que donc il faut remettre en cause cette école républicaine qui est censée être gratuite, laïque, obligatoire, mais on voit que de toute façon aujourd'hui, la gratuité, je sais pas si elle était vraie à une époque, mais en tout cas aujourd'hui elle est pas vraie, hein. Pour moi, l'école n'a jamais été gratuite dans la mesure où il fallait toujours acheter des livres, il faut toujours, euh, il faut toujours acheter des fournitures scolaires, et plus on avance euh, en âge et plus on avance dans les grades, c'est-à-dire quand on passe au secondaire, on a un peu plus de fournitures, ça devient de plus en plus cher, sans compter que les élèves, il faut les habiller, etc. Alors que
Il y a une époque, c'était des uniformes qui étaient fournis. Aujourd'hui, c'est aux parents d'élèves d'habiller leurs enfants pour aller à l'école, sachant qu'en plus, il n'y a pas d'uniforme, donc il y a une inégalité qui se crée de fait parce qu'ils sont pas habillés de la même manière, parce qu'il y a les pauvres qui sont habillés comme des pauvres et les riches comme des riches. En gros, hein, je schématise, mais c'est ça. Et quant au caractère laïque, on voit qu'aujourd'hui, la société a changé depuis la Troisième République, et on voit que les problèmes de laïcité se posent de manière beaucoup plus importante qu'ils ne se posaient il y a 100 ans. Vous voyez, donc on est obligé aujourd'hui de tenir compte de ces problèmes-là. Je parle notamment de la présence de l'islam, du fait qu'il y ait des millions de musulmans aujourd'hui en France. Comment on fait? Aujourd'hui, ça pose des problèmes. On voit le problème du voile, on voit le problème qu'on appelle des signes religieux ostentatoires, enfin bref. Voilà, il faut repenser ce concept même de laïcité, alors même au sein de la République, hein, pas seulement dans l'école. Mais en tout cas, on voit que c'est obsolète aussi comme système. Donc le principe de gratuité, le principe de laïcité et le principe d'obligation, voilà, et là c'est là que je vais aller un petit peu plus loin. Est-ce que le principe d'obligation de l'école est vraiment important? Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui quand même un enfant, alors là on va passer en plus de l'école obligatoire à partir de 2 ans. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'à partir de 2 ans, un enfant, il passe un nombre d'heures, faudrait faire le calcul, je crois qu'il y en a qui l'ont fait d'ailleurs, mais je vais essayer de trouver les chiffres hein, pour voir si je peux les publier ici, enfin les mettre, trouver des chiffres qui montrent un peu le nombre d'heures que passe un enfant dans sa vie à l'école, hein, de l'âge de 2 ans jusqu'à ce qu'il fasse des études, jusqu'à ce qu'il commence à travailler. Voilà, parce qu'après il y a encore les études pour ceux qui font des études. Voilà. Moi je peux dire que des heures, j'en ai passé beaucoup sur des bancs de l'école ou de la fac, voilà, pour finalement pas apprendre énormément de choses. C'est-à-dire que ce que j'ai appris à l'école de la maternelle jusqu'à mes études, finalement j'aurais pu l'apprendre en un an ou deux, quoi. Voilà, si on regarde bien. Donc, est-ce que c'est vraiment nécessaire de passer autant de temps, autant d'années à l'école? La question, elle est là. Alors après, la vraie raison pour laquelle il serait important de laisser les enfants à l'école, c'est parce qu'aujourd'hui, papa et maman travaillent. C'est-à-dire que, et encore après, il y a l'histoire des familles monoparentales et tout ça. Ça veut dire que les parents qui travaillent ne peuvent pas s'occuper de leurs enfants. Et donc, du coup, ils sont obligés de les laisser à l'école. Voilà. Donc, en vérité, c'est pour ça que la fonction, la véritable fonction aujourd'hui, c'est la fonction de garderie. Alors que normalement, un enfant, il est fait pour découvrir le monde aussi en dehors de l'école. Parce que le problème, c'est qu'à l'école, on lui offre un savoir qui est noble, qui est intéressant, etc. Mais le problème, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui, c'est trop. L'enfant n'arrive pas à assimiler tout ça et finalement, il assimile pas grand-chose sur une année scolaire, à part vraiment ceux qui adorent l'école. En réalité, ça on a tous connu. Hein, il y avait le groupe des premiers de la classe, et il y avait ceux qui étaient près du radiateur au fond. En gros, hein, c'est la caricature, mais c'est pas tout à fait vrai. Et au milieu, il y avait la masse des élèves qui, voilà, ils écoutaient un peu quand ils avaient envie d'écouter, quand ils étaient, voilà, quand ils étaient disponibles, on va dire. Mais sinon, ils n'ont pas appris énormément de choses sur toute leur scolarité. Et moi-même, j'ai appris énormément de choses, beaucoup plus en dehors de l'école qu'à l'école. Donc la question à se poser, c'est est-ce que tous les enfants sont faits vraiment pour aller à l'école? Est-ce qu'on doit vraiment la rendre obligatoire pour tout le monde? Est-ce qu'on peut pas faire un système où ça serait obligatoire pendant quelques années, pendant lesquelles on peut apprendre des savoirs fondamentaux? Et peut-être que le fait de mettre moins d'écoles donnerait plus envie aux enfants d'aller à l'école, de découvrir ce que c'est, plutôt qu'on les mette dedans depuis tout petit et qu'on les dégoûte depuis tout petit de l'école un peu, parce que ça reste quand même, il y a quand même l'expérience traumatisante déjà de la séparation avec la maman, quand la maman les laisse et que les enfants pleurent à la maternelle. Enfin bon, vous voyez, c'est quand même, sans compter après toute la question du harcèlement scolaire. Enfin, on voit qu'à l'école, en vérité, la question de la sécurité est importante aussi. À l'école, les enfants, ils sont pas en sécurité, hein. Je suis désolé, mais le harcèlement scolaire, c'est quelque chose dont on parle peu, en réalité, puisqu'on parle beaucoup du harcèlement, notamment maintenant avec le balance ton port, le harcèlement sexuel, mais le harcèlement scolaire, pour moi, est beaucoup plus important et beaucoup plus grave en conséquence que le harcèlement sexuel. Et ça, on n'en parle pas. Parce que ça laisse des traces à vie, souvent, hein, chez les enfants. Voilà. Et c'est vrai que je suis sûr que, posez-vous la question sur votre propre scolarité, je parle pour les gens de ma génération, hein, des gens qui ont 30, peut-être 40, voilà. Euh, Est-ce que vous avez gardé globalement des bons souvenirs de votre période scolaire? Voilà. Moi, je sais que pour moi, la pire période, l'école communale, ça va encore.
Mais la pire période, je pense que c'est le collège, parce que le collège, vous avez énormément d'élèves, surtout dans les gros collèges. Ceux qui étaient dans des petits collèges, ça va encore, mais ceux qui ont été dans des gros collèges, où vous êtes des centaines, voire des milliers d'élèves, presque livrés à vous-même, en plus à une période où on est entre l'enfance et l'adolescence, c'est-à-dire la période la plus perturbante, on va dire, on est livré à nous-mêmes, dans livré à nous-mêmes, je dis parce qu'il y a été peu de gens pour surveiller toute cette masse d'élèves. Et en réalité, je pense, c'est le moment où il y a le plus. Regardez, c'est l'âge où il y a le plus de conduite à risque, de jeunes qui commencent, parce que ça commence très tôt, qui commencent à tomber dans des comment on appelle ça? Oui, les conduites à risque, les dérives, la drogue, comment on appelle ça? Tout ce qui est la pornographie, enfin bref, tout ce qui est oui, comportement à risque, les jeux débiles à la mode, vous savez, avec le foulard ou je sais pas quoi. Enfin bref, tous ces trucs-là, c'est le collège qui développe ça. C'est pour ça, moi je pense que déjà la première chose à faire, c'est supprimer les collèges. C'est revenir à un système comme on avait avant avec le certificat d'études, c'est-à-dire on va à l'école communale jusqu'à 14-15 ans, on passe son certificat d'études et ensuite, soit on continue à faire des études en fonction de son profil, soit on va vers l'apprentissage d'un métier concret. Voilà. Et plutôt que de passer par cette étape intermédiaire du collège, qui est une étape plus traumatisante qu'autre chose, alors que on pourrait rester à l'école communale le temps au moins que ça soit voilà qu'on apprenne à rentrer dans notre adolescence avec à une échelle plus humaine et pas dans ces espèces d'usines à préadolescents dans lesquelles ils sont. Regardez aujourd'hui, allez vous balader pour ceux qui ont pas d'enfants au collège. Allez aujourd'hui dans un collège. Ah, peut-être que vous, à votre époque, si vous avez été en collège dans les années 70-80, c'était peut-être à peu près bien. Mais allez dans un collège aujourd'hui, allez vous balader, allez voir la cour de récré à 10 heures, vous avez l'impression franchement, il y a pas longtemps, j'étais au zoo, c'était plus calme. Vous voyez, les animaux au zoo sont plus calmes que les élèves dans un collège. Voilà, donc voilà, c'est complètement, c'est hallucinant de voir ça. C'est l'hystérie complète. Parce que vous avez plein d'enfants qui sont en bouillonnement d'hormones là, parce qu'ils sont dans leur période où ils rentrent dans l'adolescence et ils se comportent comme des animaux, c'est de véritables animaux, voilà. Et c'est pas forcément un bon équilibre. Il faut pouvoir les encadrer mieux à cette période-là, plutôt que de les mettre voilà dans ces espèces d'usines. Pour moi, ce sont des usines les collèges, hein. C'est pas autre chose, c'est des usines, oui des garderies, des usines garderies ou des garderies usines, voilà. Appelez ça comme vous voulez. Voilà. Bon là, c'était petit coup de gueule sur le collège parce que je trouve que c'est vraiment une aberration pour moi. Il faudrait changer complètement de système. C'est pour ça, quand je parle de révolution, voilà, c'est vraiment se poser la question, voilà, se dire, je vais prendre un exemple, un film qui est une bonne illustration. Vous savez, dans la série des Don Camillo avec Fernandel, vous avez, alors je sais plus c'est lequel, il y a à un moment donné, Pepone, pour ceux qui connaissent un petit peu, Pepone, c'est le maire communiste du village. Enfin, ça se passe en Italie, une petite commune en Italie. Et Pépone, le maire communiste du village, il a plusieurs enfants, il en a un qu'il a envoyé dans une pension en ville. Et, euh, et bon, ce gosse, c'est un petit paysan dans cette pension, il est malheureux, il est pas bien, alors il arrête pas de s'enfuir. Et donc il demande au curé, à Don Camillo, d'aller le voir pour le sermonner. Et donc Camillo, il va le voir donc voilà, pour lui faire la morale. Le problème, c'est que ce Don Camillo, il va se rendre compte que l'élève, en vérité, il passe son temps à s'échapper de ce truc qu'il considère comme une prison, parce qu'il a qu'une seule envie, c'est d'être en plein air, parce que c'est un enfant de paysan, et lui, il rêve que d'une chose, c'est d'être paysan. Et là, il va se rendre compte qu'il a une grande culture en réalité de la nature, il connaît tous les noms des oiseaux, il sait reconnaître tel nid, c'est un nid de geais, de tel oiseau, il connaît les fleurs, il connaît les noms des plantes. Voilà, c'est-à-dire que lui, il n'a pas envie d'apprendre de manière, voilà, de manière approfondie ce qu'il y a en dehors de ce qu'il doit connaître en tant que paysan. Lui, à partir du moment où il sait compter, voilà, il sait compter un petit peu, il sait qu'il connaît les différents noms des fleurs et des plantes et des animaux. Voilà. Après, c'est du savoir-faire. Il préfère avoir le savoir-faire, savoir traire les vaches, savoir, je sais pas moi, accompagner les moutons pour la transhumance ou voilà, je ne sais quoi. C'est-à-dire des savoirs pratiques que doit connaître un paysan. Le reste, il s'en fout. Il n'a pas envie de le savoir.
Et c'est ça le vrai bon sens aujourd'hui qui devrait nous amener vers un nouveau système éducatif beaucoup plus humain et beaucoup plus concret, plutôt que d'arriver à des situations où on a des tas d'enfants qui végètent à l'école, qui foutent rien toute la journée, et qui finissent par sortir là en décrochage scolaire, en malaise permanent, etc. Pour finir ensuite dans la drogue ou dans la délinquance, ou alors pour finir à faire des études pendant des années dans des universités où ils passent leur temps à rien foutre non plus, ils savent pas quoi faire. C'est pour ça qu'ils font des grèves, par exemple, parce qu'ils s'emmerdent dans les universités aujourd'hui. Voilà, donc il faut repenser tout ça. Euh, donc voilà, c'est des pistes si vous voulez. Voilà, je suis pas en train de donner un programme bien défini, mais c'est des pistes de réflexion pour se dire est-ce qu'il faudrait pas remettre un peu de bon sens là-dedans, arrêter les dogmes aussi, arrêter d'hurler. Je sais qu'il y a des gens qui vont hurler, qui vont me dire en commentaire, voilà, encore un qui veut détruire l'éducation nationale, le modèle républicain, égalitaire, enfin tout ce que vous voulez. Voilà, en réalité tout ça c'est dépassé. Le modèle républicain de l'école est totalement dépassé aujourd'hui, il ne marche pas, il ne produit que du malheur et de l'inégalité. Donc en réalité il faut le changer simplement, il faut changer de système. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai ces pistes-là. Alors en attendant qu'on arrive à ce changement de système, à ce changement de paradigme, je, je fais partie des gens qui proposent, moi ça fait quelques années que je fais, quand j'ai arrêté l'éducation nationale, je fais essentiellement du soutien scolaire à domicile, c'est-à-dire je fais partie de ces gens qui pallient justement à l'échec de l'éducation nationale pour aider les gens, malheureusement qui en ont les moyens plutôt, d'aider leurs enfants à progresser en dehors du système scolaire. Et c'est pour ça que je me lance maintenant à mon compte dans ce truc-là. Et je vais lancer quelque chose qui est plutôt sur Internet, c'est-à-dire je vais proposer des cours en ligne, en vidéo, comme je suis en train de faire là, sauf que là je vais faire carrément du cours. Et, euh, et parce que je me suis rendu compte par rapport à YouTube, en devenant moi-même un YouTuber, je me suis rendu compte que nous arrivons à l'ère des pédagogues d'Internet, c'est-à-dire que on revient à quelque chose qui était la base de l'éducation dans l'Antiquité, c'était le pédagogue. Vous savez, le pédagogue, c'était celui qui accompagnait le citoyen grec, hein, le citoyen athénien, à l'école, parce qu'il existait déjà des écoles à cette époque-là, hein, c'est pas c'est avant Charlemagne, hein, euh, qui accompagnait à l'école et qui l'aidait qui l'accompagnait dans son apprentissage. Alors ça, c'était réservé aux citoyens, évidemment. Par exemple, les esclaves, les étrangers n'avaient pas forcément ça, mais le citoyen athénien, il avait la possibilité, le petit citoyen athénien, il avait la possibilité d'avoir un pédagogue avec lui, qui souvent était un esclave, et qui souvent un eunuque, hein, pour les raisons qu'on peut imaginer, euh, voilà, qui accompagnait l'enfant dans son apprentissage. Par exemple, qui l'emmenait à l'école, après qui l'aidait à faire ses travaux, enfin bref, voilà. Et, euh, et donc c'est ce boulot de pédagogue que je me propose de faire, mais à distance, avec Internet, c'est-à-dire avec un outil moderne qui permet aussi comment dire, de supplanter les barrières géographiques. Parce qu'il est vrai que moi je fais des cours dans un rayon maximum de 50 km autour de chez moi, je peux pas aller plus loin. Mais là avec Internet, je peux proposer quelque chose qui peut s'exporter plus facilement. En quelques clics, je peux envoyer une vidéo sur un cours bien précis, voilà. Et, euh, et aussi alors, un cours vidéo, mais aussi des cours écrits, hein, des cours j'élabore moi-même, hein, avec des récapitulatifs et des exercices. Voilà. Alors ça porte essentiellement sur ma formation initiale qui est l'espagnol, donc c'est des cours d'espagnol, mais aussi des cours de français, notamment de remise à niveau en orthographe, qui peuvent servir à des adultes, notamment qui ont besoin de se remettre à niveau en orthographe. Donc j'ai développé une méthode assez efficace, hein, puisqu'elle a fait ses preuves, je l'ai déjà testée auprès de beaucoup d'élèves. Et pareil, donc je propose aussi des cours de culture générale pour ça peut servir pour des gens qui passent des concours, par exemple, ou des étudiants en général. Donc voilà, c'est tous des cours qui peuvent servir à des gens, et ça je vais le proposer dans mon projet. Donc voilà, ça s'intitule Camino Sereno, et bientôt il y aura le site en ligne. Hein, je ferai une vidéo pour l'annoncer. Il y aura aussi des vidéos disponibles directement sur mon site. Voilà. Je vais, voilà, bientôt, très bientôt, je pense, à la rentrée au mois de septembre, ça devrait être prêt. Et je proposerai donc, pour ceux que ça intéresse, des cours en ligne. Voilà. Alors j'en profite pour faire, voilà, pour faire ma pub déjà, puisque voilà, je fais avec mes moyens. Donc voilà, je lance ce projet Camino Sereno, dont vous saurez plus bientôt, de cours disponibles en ligne.
à des prix assez variés. C'est-à-dire ça reste assez abordable, hein. Il y a des le plus cher, ça sera plus les vidéos parce qu'il faut payer tout ce qui est logistique derrière, mais sinon il y a des cours écrits qui seront à des prix très très abordables, hein. Voilà. Après, je vais faire au début, il y aura des cours en vrac, mais après il y aura possibilité d'acheter des comment dire des regroupements de cours, voilà, pour avoir une certaine cohérence globale. Ça sera un peu plus cher évidemment, mais il y a possibilité d'acheter cours par cours comme ça à des prix très abordables. Voilà. Donc c'est ma contribution, on va dire, mais qui en même temps me permet aussi de vivre parce que moi je vis de ça, je vis de manière plus ou moins indépendante, hein, et donc c'est voilà, en même temps en essayant de faire quelque chose d'utile et de salutaire, on peut dire, dans la situation actuelle, en attendant qu'il y ait mieux. C'est pour ça que je fais cette vidéo aussi pour alerter par rapport à la situation et pour me dire voilà, moi j'ai pas non plus vocation à ce que comment dire je profite éternellement de la faillite de l'éducation. Au contraire, j'aimerais que cette éducation s'améliore et que notre société aussi s'améliore en général. Voilà, donc c'est vraiment aussi quelque chose une réflexion qui m'est venue avec la tête et le cœur. Voilà, pour le résumer comme ça. Voilà, donc j'en dirai plus sur ce projet dans une prochaine vidéo qui sera vraiment consacrée à ça. En attendant, voilà, j'espère que cette vidéo fait au moins réfléchir, elle peut vous faire réagir. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à me dire ce que vous en pensez, si je vous ai choqué, ou si par contre vous êtes plutôt d'accord avec moi. Voilà, ou si vous voulez ajouter quelque chose, n'hésitez pas donc à me le faire savoir. Et puis voilà, le débat est lancé. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et puis je vous dis quand même bonne rentrée à tous. Voilà, pour cette rentrée 2018-2019. Voilà, et puis essayez de vous en sortir comme vous pouvez. Voilà, au revoir. T'as pas froid? C'est en ton cache-colle, hein? Eh ben, on se croirait à Londres. Tu sais où c'est Londres? Alors en plus, tu connais pas ta géographie, hein? Tu crois faire plaisir à ton pauvre père, qui se fend les os pour payer la pension du collège? Allez bien.